Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Chris Polys, qui est anthropologue à l'Université de Liège. Alors, vous allez pouvoir peut-être nous donner un regard un peu plus général sur la jeunesse, pas seulement bruxelloise, l'évolution des politiques jeunesse aussi au fil de ces années et sur ces 30 dernières années. C'est à vous, Chris Polys. Merci. Bonjour. D'abord, bien remettre en place, je suis docteur en anthropologie. L'anthropologie, ce n'est pas l'anthropométrie, comme certains le pensent, donc je ne vais pas déterrer des crânes pour les mesurer, ce que certains collègues même me demandent. Et ce n'est pas non plus seulement l'étude des petites ethnies perdues au fin fond de l'Amazonie ou éventuellement les pygmées. Moi, malheureusement ou heureusement, pour moi, je travaille sur mon ici et mon maintenant, donc je suis ce qu'on appelle pompeusement un anthropologue social, c'est-à-dire que je travaille sur les gens de mon pays et les gens qui m'entourent, c'est-à-dire que la population étudiée est d'abord la population belge, et alors je déborde quand même un petit peu, vu que je travaille dans l'interculturalité et donc l'immigration, sur le Maghreb par exemple, ou l'Afrique centrale, ce qu'on appelle pompeusement l'Afrique noire, aujourd'hui, et comme vous le voyez, j'en fais un petit peu partie, donc ça justifie aussi le côté des objectifs que certains de mes collègues me reprochent régulièrement. En étant à moitié, évidemment, je ne sais pas trop sur quoi je peux travailler, à part le Japon, et encore, puisqu'il paraît que j'ai quelque part dans ma famille d'origine flamande des ressources multiculturelles. Donc voilà, vous voyez, la multiculturalité, on est dedans, et comme j'ai fait l'affront universitaire d'avoir 11 enfants, je suis vraiment plongée dedans, autant au niveau professionnel, travaillant sur la famille et la construction de la différence, que dans ma vie privée. Et ce n'est pas parce que j'ai utilisé la méthode Ogino, c'était vraiment voulu. Donc, on vient de dire, les jeunes sont en perte de repères. Oui, effectivement, je partage la même chose. Mais comme ça a été bien souligné, qui leur donne les repères? Donc, fatalement, ce n'est pas eux qui perdent leurs repères. Il y a à la fois la volonté de dire, on ne peut plus mettre de limites, il faut laisser les enfants s'épanouir, il y a eu beaucoup trop de contraintes, etc. Mais c'est oublier qu'effectivement, un jeune n'est pas un adulte, c'est-à-dire il n'est pas armé, donc on doit l'aider, non pas lui faire un chemin avec des murs, mais en tout cas lui permettre de pouvoir monter les marches de n'importe quelle échelle et pas simplement attendre en bas que quelqu'un, le premier qui va passer d'ailleurs, va lui donner. Il y a une banalisation dans la manière dont on peut donner ou supprimer les codes, partir du principe qu'aujourd'hui il n'y a plus de rite d'initiation. C'est pas vrai, il y a simplement des différences dans les rites d'initiation. Partir du principe que les jeunes ne sont plus solidaires, si justement on n'arrête pas de les voir les uns avec les autres, refaire les groupes, les communautés, avoir des clans, avoir des bancs. D'ailleurs, même petit, c'est je t'accomte plus, ce qui est le grand drame évidemment de la vie des enfants, notamment en maternelle, où on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on se fait éjecter d'un groupe alors qu'on avait ses petits copains et ses petites copines. En soulevant d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a une sexuation de plus en plus grande, donc une régression dans la mixité sexuée, puisque tout le monde en entend parler à Bruxelles aussi, le modèle devient vraiment Mars et Vénus, alors que c'est le pire modèle qui puisse exister, c'est-à-dire la séparation des gens et la séparation des genres, alors que nous vivons ensemble et que nous sommes nés sur la même terre, et que nous avons besoin les uns des autres, même si... j'ai entendu parler des familles tantôt et qu'il existe des tas de sortes de familles. On pourrait même trouver des nouvelles familles, c'est-à-dire des familles qui suppriment complètement les hommes, puisque on a parlé des ventres, par exemple, pour faire des enfants, mais on peut simplement aussi commander sur Internet les paillettes. Donc on serait un monde de femmes où il y aurait 2-3 hommes sur une île qui serviraient régulièrement à nous fournir du sperme, et puis c'est tout. Donc on pourrait même en arriver là, et c'est sûr que le clonage changerait complètement encore les situations, ce qui serait encore une nouvelle autre manière de pouvoir avoir des familles. Mais en attendant, les jeunes, ils entendent parler de tout ça et ils sont au milieu de tout ça. Donc, il y a une multiplication de repères, c'est plutôt ça. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de repères, c'est comment savoir quels sont les repères qui, ajoutés les uns avec les autres, vont leur permettre de devenir des adultes. Mais qu'est-ce que ça veut dire adulte ? Est-ce que quelqu'un qui a 30 ans est encore un jeune ? Oui, pour certains. Donc déjà, rien que le concept de jeune, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des gens qui considèrent que dès qu'on est à l'école secondaire, on parle de jeunes. Mais on ne peut pas parler de jeunes de 12 ans de la même manière qu'on peut parler de jeunes de 25 ans. Donc ça aussi, c'est une chose à bien mettre en place. C'est de qui parle-t-on à certains moments ? De qui veut-on parler ? Et à qui veut-on rendre de l'optimisme ?
On ne va pas non plus pouvoir coacher, puisque le grand mot à la mode, coacher des jeunes de 13 ans de la même manière qu'on doit coacher des jeunes de 21 ans. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas le même développement, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes goûts, etc. Et même si un enfant est particulièrement surdoué, sauter 3 classes d'accord, mais ce n'est pas ça qui va faire que son corps ou sa tête, ses sentiments, etc., eux vont évoluer beaucoup plus vite, ce qui fait d'ailleurs des décalages dans les systèmes. Donc les jeunes sont en perte d'identité. La même chose, ce n'est pas en perte d'identité, c'est devant une multiplication bien souvent séduisante de possibles et qu'il faut absolument agencer les uns avec les autres, comme si des morceaux de puzzle, et où vont-ils trouver les personnes qui vont les aider à pouvoir mettre les bonnes pièces au bon endroit. Les bonnes pièces n'étant pas, loin de là, la morale, parce qu'il existe des morales et pas une seule morale, ça aussi il faut bien se dire. Il n'existe pas non plus une éthique universelle, ça ne veut rien dire. Celui qui décide que la peine de mort est valable considère qu'il a tout aussi raison que celui qui décide que la peine de mort doit être interdite. Donc le jeune, il est au milieu de ça, renforcé par le fait que les médias lui servent tout et rien. Internet lui permet d'avoir n'importe quelle information sur n'importe quoi, bonne information, mauvaise information, désinformation, information ridicule, forum, échange d'idées. Et lui, fatalement, il ne sait pas, puisqu'il vient chercher l'information, il ne sait pas lui-même savoir laquelle est la bonne et laquelle n'est pas la bonne. Renforcé par le fait que le pouvoir des médias est tellement grand que pour beaucoup de jeunes, si ça passe à la télé, si ça passe sur Internet, c'est donc que c'est vrai. C'est ça qui est la bonne chose et la vérité. Et l'adulte professionnel, responsable, l'animateur, le parent, le prof, etc., qui est à côté, aura beau dire, lui, il va sauter sur Internet le soir, il va voir qu'on lui dit autre chose sur Internet, donc en plus, le père, la mère, le prof, etc., sont des cons, point, et les choses peuvent se limiter à ça. Or, effectivement, Internet, c'est le pire et le meilleur, ça aide, mais ça explose complètement dans les mains de tout le monde. Et ça permet aussi d'être au courant de tas de choses qui vont multiplier encore les possibles, les idées d'identité, d'identification et les repères, puisque le jeune va savoir tout aussi bien avoir des informations immédiatement sur la vie qui se passe à Bruxelles que tout aussi vite sur ce qui se passe au Canada ou ce qui va se passer au Sri Lanka, pour autant que ça l'intéresse d'aller sur l'un ou l'autre site. Donc, comment se construire une identité avec ça ? On a envie de dire, ça explique aussi la radicalisation de certaines personnes et de certains systèmes de l'immigration qui restent sur ce que nous, en tant que société démocratique et libre, condamnons, alors que finalement la liberté peut être très liberticide dans nos pays aussi. Et ça ramène une radicalisation de toute une série de groupes ou de parents venant de l'immigration qui n'ont plus le regard sur des pays comme la Belgique, la France, etc., comme étant l'Éden, mais comme ce qu'il ne faut surtout pas que leurs enfants fassent. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, 3e, 4e génération, on commence aussi à avoir des endroits où des familles où la 3e et la 4e génération rentrent volontairement dans une radicalisation de ce qu'ils supposent être la culture d'origine de leurs parents, donc ce n'est même pas la culture dans laquelle leurs parents étaient plongés, pour essayer de retrouver effectivement des repères et une identité qu'ils n'ont pas, qu'ils ne trouvent pas, qu'ils n'arrivent pas à fixer, ou pire, comme on l'a dit tantôt, la place qu'on ne leur donne pas. Effectivement, être reconnu délinquant, c'est exister. Être reconnu rien du tout, c'est ne pas exister. Mais cette place-là, ça peut être aussi les autres qui l'indiquent ou les autres qui obligent, ou bien tout simplement qui empêchent qu'on ait accès à une autre place. On peut multiplier les difficultés que certains ont, le racisme à l'école, je pense qu'il y a encore un colloque qui va se faire demain à ce sujet-là, le racisme venant des professeurs, le racisme venant des parents, le racisme venant d'animateurs, et dans l'autre sens, des enfants qu'on dit racistes vis-à-vis des profs, des parents, etc. On n'arrête pas de parler de prostitution. Moi, je travaille depuis 20 ans sur la prostitution et surtout sur la prostitution étudiante. En même temps, j'entends le discours de il faut supprimer la prostitution, c'est la pire des choses. Exploitation de la femme, ça veut dire qu'on oublie qu'il y a de plus en plus de garçons qui se prostituent, de jeunes garçons qui se prostituent aussi. Mais c'est surtout l'hypocrisie du discours quand on voit que de l'autre côté, on est en train de supprimer le chômage, les compléments, etc. Donc, comment veut-on que les gens vivent ? Je ne veux pas dire que toute personne qui a besoin d'argent va se prostituer, mais avant de vouloir reprocher à certains jeunes de se prostituer pour pouvoir faire des études, pouvoir tout simplement faire manger leurs gosses parce qu'ils ont été mis à la porte, etc., il faudrait aussi leur proposer quelque chose qui leur permette de vivre et pas simplement dire « nous, on va pénaliser ou on va réglementer les choses en disant « ce n'est pas bien ».
c'est-à-dire cette facilité qu'on peut avoir à mettre tout d'un coup la morale alors qu'il y a la réalité de la vie et que quelque part, si on n'a rien à mettre dans son ventre, on s'en fiche un peu de savoir si c'est bien ou mal. Et de toute façon, comme on le voit déjà avec la crise, on multiplie aussi maintenant déjà la petite délinquance, aussi bien chez les parents que chez les jeunes, tout simplement une délinquance pour pouvoir vivre. Voler du jambon qui va être considéré comme un vol, voler du jambon parce qu'on a faim, parce qu'on n'a plus les possibilités d'avoir autre chose, ça se trouve chez nous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement parce qu'on a des petits braqueurs qui ont envie de faire peur et de s'amuser pour aller acheter des cigarettes. Les jeunes sont-ils individualistes? Non, on vient de le dire, effectivement, tout le monde vient déjà de vous le démontrer. On retrouve des groupes, ils se soutiennent, et pas nécessairement les réseaux sociaux qui sont aussi les choses qui peuvent les démolir. Donc, le mieux, avoir amis, en ayant perdu évidemment le concept d'amitié, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir 1200 personnes qui vont cliquer, qui vont dire j'aime, j'aime, parce qu'on met de la photo, qui vont se permettre de critiquer, en bien ou en mal, mais c'est aussi du coup l'exposition à tout le monde, ce que les jeunes d'il y a 30 ans n'avaient pas, c'est-à-dire l'exposition était très limitée, elle se limitait aux endroits fréquentés. Aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux notamment, n'importe quel jeune est livré à n'importe qui, c'est-à-dire si quelqu'un veut faire du mal, n'importe qui peut le démolir et tout le monde se mêle de venir faire des commentaires sur les choses, sur les photos, sur les images les uns et les autres, voire pire, c'est aller pêcher les photos pour les trafiquer et puis alors les mettre sur des réseaux qui sont des réseaux pédophiles, etc. Et les jeunes sont là-dedans. On a beau leur expliquer, essayer de leur expliquer attention, qu'est-ce que ça veut dire pour eux attention, puisqu'ils sont nés dedans. De la même manière qu'ils sont nés dans la multiculturalité, qu'ils ne la voient pas de la même manière que nous pouvons la voir, la multiculturalité elle-même, qui est une multiculturalité à l'intérieur, qui fait que encore beaucoup de personnes réfléchissent à l'emporte-pièce. Je prends l'exemple, par exemple, des MGF, qu'on appelle aujourd'hui MGS, donc la mutilation génitale féminine, qui est devenue un créneau tout d'un coup sur les 5 dernières années, et qui a déjà ses dérives, puisqu'il y a des gens qui disent « en Afrique, toutes les petites filles sont ». Donc pour quelques pays africains qui pratiquent ce genre de tradition, hop, on fait l'amalgame, on met tout le monde dans le même sac, on a le même problème avec l'islam aujourd'hui, on a le même problème avec toute une série de religion ou de philosophie, on met tout le monde dans le même sac, et évidemment, le sac des mauvais. C'est extrêmement rare qu'on considère que c'est nous qui sommes les mauvais et les autres qui sont les bons. Les réseaux sociaux qui nous parlent d'amitié, c'est aussi le fait de qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils vont sur des réseaux sociaux et comment leur expliquer ce qui vaut quelque chose et qui se cache derrière l'autre dans leurs réseaux sociaux, qui amène à l'hypersexualisation, l'exposition, on met n'importe quelle photo, etc. Et on découvre que il y a beaucoup de jeunes qui mettent des photos qu'ils trouvent marrantes, cette nouveauté chez les filles de poser en tirant la langue, par exemple, ou deux copines avec la langue contre la langue de l'autre, qui amusent beaucoup de gens, mais qui font qu'on retrouve ces photos-là au mur de certaines personnes pour s'exciter, etc. Il y a une différence de se dire, j'ai posté les dernières folies que je viens de faire à la Saint-Nicolas ou à l'anniversaire de ma copine, et se rendre compte qu'en fait, toutes les photos qu'on peut mettre peuvent servir à tout le monde, à n'importe qui. Mais qui leur dit clairement ce discours-là? On leur dit, il faut faire attention, on leur dit, il faut gérer les médias. Ils ont des cours sur critique des médias, mais c'est l'exposition de nouveau et la fragilité dans laquelle eux tombent, qui est bien souvent oubliée, voire parce qu'on ne sait pas comment parler. C'est le même problème que la sexualité. Partir du principe qu'il ne faut pas leur en parler trop tôt, parce qu'en parler trop tôt, c'est les mettre dedans. Mais ça veut dire quoi, parler trop tôt à des jeunes, quand on se trouve avec des grossesses précoces de 13 ans? Ça veut dire qu'on a parlé trop tard. On est déjà dans la crise. Aujourd'hui, donc, nous, à l'Université de Liège, je travaille, la moitié de mon temps est en santé publique. Chaque année, nous faisons des tests dans des premières du supérieur, pour savoir les connaissances des jeunes sur la contraception. Et cette année, enfin depuis l'année passée, vient en deuxième place de la contraception, aussi bien chez les filles que chez les garçons, l'avortement. Ça fait réfléchir, se dire que l'avortement est utilisé comme un moyen contraceptif, alors que c'est une méthode invasive qui est nécessaire. Ce n'est pas du tout la loi de l'avortement sur l'avortement que je remets en question, c'est le fait de la désinformation, se dire que ça c'est la même chose que ne pas oublier de prendre sa pilule ou que partager sa pilule avec les copains et les copines. C'est la violence. Beaucoup de jeunes nous disent, donc, je travaille en sexo, beaucoup de jeunes nous disent
Quand on nous donne des cours sur la sexualité, on nous parle tout le temps des risques de la grossesse, du sida et de la violence dans les couples. Oui, mais pourquoi on ne leur parle que de ça? Alors même si ça fait un petit peu gnangnan, on peut très bien leur parler effectivement des sentiments, de l'amour, du droit à attendre, du fait que ce n'est pas parce qu'on voit une telle chose, pas simplement dans les films porno, il n'y a pas besoin d'aller là, on va dans n'importe quelle série, n'importe quel acte sexuel, sont aujourd'hui de moins en moins dits normaux. C'est-à-dire, ça devient tout à fait banal pour un jeune de se rendre compte que la sexualité, c'est aussi le sadomasochisme, par exemple. Et ce n'est pas en allant voir dans les documentaires, il suffit de voir n'importe quelle série télévisée, même s'il y a la petite cocarde interdite au moins de 10 ans, vous mettez TF1 le dimanche après-midi par exemple, ou je ne sais pas moi, RTL, et vous avez toutes sortes d'experts qui démarrent dès 14h30. Et si on regarde dans les experts, et Esprit criminel qui est le summum, il n'y a que de la violence sexuelle, tout le temps. Donc les jeunes, ils sont baignés là-dedans. Comment et où peuvent-ils savoir que ce n'est pas ça, la sexualité? D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le type d'affichage, etc., qu'on a dans les rues, le bébé qui est dans son buggy, dès qu'il a 2 ans, il est à hauteur de n'importe quelle affiche qui lui montre des morceaux de femmes ou des morceaux d'hommes qui sont dénudés, ils ont les seins en pleine figure, des robes qui sont ultra moulantes, des actrices qui ne portent pas de culotte, enfin tout ce qu'on veut. C'est là-dedans qu'eux grandissent. Donc il faut que le discours sur la sexualité, le discours des adultes qui ont 20 ans de plus qu'eux, s'adaptent aussi et comprennent que c'est à partir de ça qu'il faut travailler et pas se dire on va se boucher les oreilles, on va fermer les yeux, parce que leur parler de ça, c'est leur donner l'idée. Ils grandissent dedans, donc il faut justement voir les choses d'une autre manière, essayer de rétablir leurs droits, oublier le blé en herbe tout simplement. En sachant aussi que l'année passée, donc on demande toujours dans ce mouvement de voir est-ce que les jeunes sont au courant de ce que c'est dans nos pays la liberté et l'égalité. On leur demande de donner les 5 femmes qui est leur modèle, qui serait leur modèle de réussite. Et j'ai envie de vous poser la question, mais on n'est pas au cours, donc je ne peux pas. Quelles sont les 5 femmes qui ont été données dans les 3 premières places l'année passée, données par des derniers cycles, donc des enfants, des jeunes de 16, 17, 18 ans, plus ceux qui ont doublé? À votre avis? Alors, Nabila et Zaya sont dans les 3 premières places, données par la majorité des filles. Donc se dire qu'aujourd'hui, alors nous avions l'impression qu'on avait lutté pour l'égalité, etc., le modèle de la réussite, c'est-à-dire de celle qui obtient, qui fait ce qu'elle veut, qui a l'égalité, c'est Zaya ou Nabila. Ça fait peur quand même, hein. Il y a de quoi se dire, il y a quelque part, on a laissé passer une chose qui n'était pas bonne. Et il suffit d'aller auprès, alors je vais préciser, donc nous faisons des études auprès des joueurs de football pour voir l'attrait des joueurs de football sur les jeunes et notamment sur les filles. Alors j'avais parlé du standard il y a 2 mois à Bruxelles, on m'a dit oui, mais nous à Bruxelles ça n'existe pas. Donc si, je peux dire qu'en Anderlecht, etc., on a exactement la même chose. Il y a une foule comme ça de jeunes filles de 14 à 25 ans qui tournent comme ça autour des joueurs. Alors des joueurs de foot, il n'y a pas que les joueurs de foot, mais les joueurs de foot ont quand même la cote, surtout depuis Zaya, donc c'est le meilleur moyen pour devenir célèbre, qui veulent 2 choses, soit devenir célèbre, donc pouvoir, c'est pas se marier avec, ça les intéresse pas. C'est qu'on les voit avec, donc dans les trucs VIP, etc., pouvoir poser avec, avoir la photo, le dire aux copines, l'envoyer, etc., par Internet, Instagram, etc., ou bien se faire un enfant métis, même si on a 15 ans, parce que c'est la couleur du bébé à la mode pour le moment. Donc ça veut dire que toute une série de joueurs noirs, principalement noirs, sont sollicités uniquement pour ça. Et ce sont des filles de 15, 16, 17 ans. Donc il faut aussi se demander, mais c'est quoi ? À quoi sert ce bébé? Pourquoi elles se disent qu'en ayant un bébé comme ça, c'est-à-dire un beau jouet, les choses vont être meilleures? Alors on pourrait continuer comme ça, c'est la prostitution, qu'est-ce que c'est finalement la prostitution? Est-ce qu'une fille qui fait une fellation dans un WC, dans une école pour avoir les pour avoir les réponses de l'interro d'histoire, c'est une prostituée? C'est pas une prostituée, mais elle fait un acte de prostitution. Est-ce que ces actes-là vont amener à la prostitution? Non. Mais ce qui est interpellant, c'est de se dire qu'il y a autant de
genres de comportements comme ça qui se multiplient et qui se banalisent, mais aussi de voir que, de nouveau, dans ces études faites dès là, on commence en première du secondaire, pardon. Vous voyez, comme je suis vieille, je parle toujours de 6, 5, 4, 3. Donc en première du secondaire, de voir que la fellation est enlevée de la sexualité. Ah oui, mais ça, c'est pas de la sexualité. La fellation, c'est quoi? Alors qu'à mon époque, c'était dans les journaux pour jeunes filles, est-ce que je dois lui faire une fellation s'il me le demande pendant les vacances, qu'est-ce que c'est une fellation, etc. Donc vous voyez, en 30 ans, comme les choses ont évolué. C'est aussi, qu'est-ce que c'est jeune? C'est ce mépris, ce rejet de la vieillesse et des vieux, non pas fait par les jeunes, mais fait par la société, qui veut, qui pousse au jeunisme, à la productivité, au fait d'être toujours sur le tapis. Comment est-ce que les jeunes peuvent s'y retrouver? Mais finalement, c'est qui est jeune? Si on leur dit c'est dans la tête, on a des jeunes qui sont vieux alors. Et ils sont vieux à cause de nous. Pardon, oui. Excusez-moi, c'est très très intéressant, hein, mais on va passer après la parole, mais je vous laisse conclure, évidemment. Ça va, je conclus. Donc, les jeunes, c'est quoi? C'est on en parlera après. C'est une diversité de personnes, une multiplicité de personnes différentes, mais qui ont comme, justement, certitude le fait d'être nés dans autre chose et d'être entourés d'autre chose que ce que nous, qui nous retrouvons, les pédagogues, les animateurs, les militants, etc., avions. Donc on doit bien penser que c'est dès le départ, dès la naissance, qu'il faut revoir la façon dont eux grandissent, de telle sorte qu'on puisse effectivement leur donner la parole et leur donner l'aide qui leur permettra de créer eux-mêmes leur propre chemin, mais avec les armes que nous leur aurons données. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chris Polys. Non, c'est très bien, très bien. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qui ont été abordées, que ce soit la multiplication des repères chez les jeunes, leur relation aux médias, Internet, les réseaux sociaux, et ça, on l'abordera d'ailleurs dans des ateliers, dans un des ateliers cet après-midi, la radicalisation, la sexualité aussi des jeunes et la façon dont on leur parle de sexualité. Voilà, des points importants.